se retrouve aujourd'hui en ce 1er janvier pour parler bilan lecture 2023. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année de lecture parce que c'est pour ça qu'on est ici, et une merveilleuse année dans tous les domaines de la vie, la santé, la famille, les amours. Voilà, cette année débute étrangement pour moi, beaucoup de changements. Cette année 2023, sur le plan en tout cas personnel, a été assez incroyable. Je peux dire pour le coup que ça a été une belle année. Je suis tombée enceinte, j'ai été demandée en mariage, mon fils grandit bien, on est bien là où on est. Enfin voilà, cette année a été plutôt positive. Donc voilà, du positif et du positif aussi en lecture, parce que j'ai lu pas moins de 160 romans cette année. Merci beaucoup à mes arrêts intempestifs dus à la grossesse, parce que j'ai été arrêtée 1 mois et demi entre mai et juin, et puis je suis arrêtée depuis septembre, donc forcément ça a explosé. J'ai eu beaucoup de temps pour lire, j'ai eu beaucoup de temps pour me poser, et puis je prends de plus en plus ce temps-là parce que ça m'est devenu nécessaire, et je sais que mon bilan sera peut-être un peu moindre l'année prochaine avec 2 enfants, mais je sais aussi que ces temps sont tellement précieux que je vais continuer à les prendre. Voilà pour ça. Alors, vous savez, l'année dernière, je vous ai dit déjà un petit peu, je fais quelques petites statistiques, et cette année, j'ai en fait fait un graphique tout au long de l'année sur donc Numbers, où je notais notamment les genres littéraires et auteurs-autrices. Un petit peu comme l'année dernière, je suis à 73% d'autrices lues donc sur 160 romans. Quand je dis romans, c'est 160 livres, ça comprend les livres, les bandes dessinées, les essais, etc. Donc on est à 160 avec 73% d'autrices, et ce qui fait que sur 160, j'ai lu 118 autrices et j'ai lu 43 auteurs, ce qui fait 27%. Et au niveau des genres, et c'est là que c'est intéressant parce que c'est là où j'ai envie de développer certaines choses, j'ai lu 60 romans contemporains, 50 romans historiques. Donc ça, voilà, on le voit, on est à 110. 110 sur 160, c'est quand même énorme. C'est d'ailleurs voilà, une énorme partie en fait de ce que j'ai lu. C'est presque les 3/4. Presque les 3/4. J'ai lu également 25 romans graphiques. Ça, j'aimerais l'augmenter. Ça a déjà augmenté par rapport à l'année dernière. J'aimerais continuer à l'augmenter. J'ai lu 7 romans policiers, cozy mystery. J'ai surtout lu des cozy d'ailleurs, parce que j'en ai lu 5 contre 2 policiers. Cette année, je pense que les choses vont un peu changer parce que j'ai envie de me mettre au polar nordique. Donc peut-être que cette catégorie va augmenter un petit peu. Et c'est là aussi où j'ai envie de jouer un petit peu, c'est que je n'ai lu que 5 romans classiques, alors qu'un de mes objectifs était de lire davantage de classiques. Donc je vais commencer avec Rebecca, et il y a d'autres livres que j'ai envie de découvrir, notamment les livres de Anne Brontë, que j'ai très envie de découvrir. Je ne sais plus comment s'appelle son roman d'ailleurs, j'ai honte. Je vais également lire L'Assommoir de Émile Zola, merci à Flo. Voilà, il y a quelques livres comme ça qui sont dans ma pile à lire de 2024 que vous découvrirez la semaine prochaine. Donc voilà un petit peu pour le bilan chiffré. C'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, je ne pense pas non plus que c'est ce qui vous intéresse le plus, mais je voulais juste faire un petit tour d'horizon, et moi ça me permet aussi d'avoir une trace sur YouTube du nombre de livres que j'ai lus et un peu des statistiques que j'avais pu faire au cas où, si, imaginons, mon ordinateur me plante ou que sais-je. Voilà pour ça. Et je vais vous présenter aujourd'hui, et c'est ça qui, j'espère, va vous intéresser. C'est là où, j'espère, vous allez piocher vos futures lectures. Mon top 10 des romans. Donc, 10 coups de cœur. Ça a été horrible de choisir. J'ai eu vraiment du mal. Mais ça s'est joué à certaines émotions, à des livres que j'ai lus à certains moments et qui sont venus me toucher à ce moment-là, parce que j'en avais besoin à ce moment-là. Donc voilà, je vais vous présenter ces 10 romans, et j'ai également sélectionné 4 bandes dessinées sur les 25, 4 bandes dessinées dont j'ai très envie de vous parler. Pareil, le choix était très difficile parce que je vais toujours vers des bandes dessinées qui me font vraiment envie, et donc souvent c'est des très belles lectures, voire des coups de cœur, notamment avec le Duc Graphique qui fait quand même des bandes dessinées très engagées qui me plaisent beaucoup, Stenkins également. Donc c'est vrai que voilà, c'est assez difficile, mais je vais vous présenter ça tout de suite. Sachez qu'il n'y a pas d'ordre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, je vous parle du meilleur ou du... Il y a pas d'ordre de préférence, de classement, si vous préférez. C'est vraiment les livres, je pense, dans l'ordre dans lesquels je les ai lus cette année.
peut-être qu'il y a des petits couacs au niveau de ça, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment juste une liste des livres que j'ai aimés et dont j'ai envie de vous parler et qui sont devant moi là. Je les ai rassemblés, il y en a donc 10. Et je vais commencer avec un roman qui m'a subjuguée et qui m'a fait apprendre beaucoup sur l'histoire de la voix des femmes, notamment en France dans les années 60, 70, 80 jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit de L'heure des femmes de Adèle Bréau. C'est publié chez J.C. Lattès et cette autrice nous parle ici de sa grand-mère qui est Ménie Grégoire, qui a été à l'antenne de la radio pendant des années et qui a donné pour la première fois une voix aux femmes qu'on entendait peu, aux femmes au foyer, aux femmes qui vivent des choses ordinaires, qui sont en fait très difficiles à vivre ou non pour elles. Bref, elle a donné la voix aux femmes et ce livre m'a bouleversée, il m'a scotché, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et j'ai surtout découvert, parce que en fait je ne connaissais pas cette femme, j'ai découvert que cette femme était extrêmement connue de nos mères et nos arrière-grand-mères et donc ça m'a encore plus intéressée. C'est une femme qui a vraiment contribué à cette possibilité pour les femmes de parler. Elle a mis à l'antenne, à la radio, donc une radio nationale, des sujets de femmes au cœur donc de cette radio, avec la vie des femmes au foyer, les violences conjugales, mais également tous les sujets qui peuvent intéresser la sexualité, le couple, la solitude, des sujets qui étaient tabous à l'époque et qu'elle a mis un petit peu en lumière, qu'elle a mis en avant. Et c'est extrêmement intéressant. Ce roman, j'ai trouvé un hommage absolument incroyable, fabuleux, d'une petite fille à sa grand-mère, d'une femme à une femme qui a ouvert la voie VOIX, c'est celle-ci dont je parle depuis tout à l'heure. C'est incroyable et c'est vraiment une femme qui, je pense, a fait beaucoup pour des milliers et des milliers de personnes, notamment de femmes en France. Et je trouve ça génial qu'un roman soit sorti sur elle, et notamment que ce soit sa petite fille qui ait mis tout son cœur, toute son âme, et qui permet une authenticité absolument incroyable et une grande justesse à ce roman, dans les émotions, dans les sentiments et dans ce qu'elle propose. Donc a été transportée auprès de Ménie, mais également de toutes les femmes que l'on rencontre, de cette fresque absolument incroyable que l'on rencontre dans ce roman, donc n'hésitez pas à le découvrir. Je voudrais maintenant vous parler de Les Fêlures de Wakefield Manor de Sarah Yarmond et c'est publié aux éditions Hurlevent. Et c'est un roman absolument incroyable, divin. Je me souviens exactement, je l'ai lu, j'étais à Amsterdam avec ma cousine pour ses 18 ans. On était en mars, peut-être en mars. Et on a pris le car parce que c'est très cher en train. Et donc, je me suis délectée de cette lecture sur ma liseuse qu'on avait à lire en ENC. Je suis une voix de Hurlevent, donc c'est un peu comme les lectrices Charleston. Je découvre en avant-première les romans de cette maison d'édition pour pouvoir en parler, pour pouvoir donner mon avis, pour pouvoir critiquer dans le sens... donner une critique positive, négative, enfin, essayer de critiquer un peu le roman pour pouvoir en discuter, etc., avant la fabrication et avant sa diffusion. J'avais eu un énorme coup de cœur pour Le cœur singulier de Millie Davis, de la même autrice que j'avais lu quelques mois auparavant. Un roman qui m'avait subjuguée et qui m'avait surtout beaucoup émue parce que je m'étais beaucoup reconnue dans certains traits de Millie. Et je m'attendais forcément, quand j'ai vu Sarah Yarmond, à retrouver un petit peu cette ambiance, à retrouver ce style qu'elle a dans Le cœur singulier de Millie Davis. Que nenni, pas du tout. J'ai été subjuguée parce que dès le départ, je me suis rendu compte à quel point l'autrice Sarah, que je connais, donc je vais l'appeler Sarah, a une capacité incroyable de valser d'un genre à l'autre. Elle avait écrit Amour, gluten et sororité, que je m'étais procuré à sa sortie en auto-édité, qui était un livre totalement différent. Et puis Le cœur singulier de Millie Davis, qui a été un coup de cœur. Et là, on part sur quelque chose, une bombe pour moi, parce que je ne m'y attendais pas. Et parce que c'est exactement l'ambiance dont j'avais besoin à ce moment-là. C'est exactement l'ambiance dans laquelle j'avais envie de me plonger. C'était incroyable. Voilà, c'était incroyable. Vraiment, et pour le coup, je connais Sarah, mais j'espère en tout cas, d'être la plus objective possible. Et d'ailleurs, pour vous dire, j'ai offert son roman et son précédent à ma meilleure amie pour ses 29 ans en mai dernier, parce que c'est vraiment des romans qui ont été des énormes coups de cœur et je veux que ma meilleure amie les lise.
Alors c'est moi qui lui fournis la plupart de ses romans. Je lui ai fait découvrir plein de sagas, notamment Les Sept Sœurs, mais également le roman d'Ogawa Ito et d'autres livres, voilà, un peu de différents styles, mais qui, je pense, peuvent lui plaire. Et donc, je lui ai offert ce roman parce que c'est un livre absolument incroyable et je trouve que Sarah n'a rien à envier aux plumes victoriennes. Elle est ici totalement dedans. On sent à quel point elle aime cette littérature, on sent à quel point elle a une vraie grâce dans sa plume, quelque chose de lumineux, quelque chose d'un peu au-dessus, d'un peu incroyable. Voilà, je ne saurais quoi dire d'autre, à part que vraiment c'est un énorme coup de cœur pour moi. Et c'est un roman où Sarah nous plonge dans une ambiance gothique à souhait, dans un grand manoir où on rencontre en 1910 Honorina, qui est issue d'une grande famille, qui va être veuve très jeune et qui va vouloir être embauchée en tant que préceptrice dans une grande maison. Alors forcément, ça crée un petit peu des distensions avec sa famille parce que elle vient d'une belle famille et qu'on ne devient pas préceptrice, nounou, comme on peut les appeler. Et elle insiste et elle veut le faire et elle va se retrouver dans ce grand manoir de Wakefield. Et il va y avoir plein de mystères qui vont envelopper en fait ce roman. On va être totalement à l'aveugle dans ce livre et donc on a cette ambiance totalement gothique avec un manoir très étrange qu'on imagine très grand avec beaucoup de portes secrètes et de petits passages un petit peu étranges. Voilà, moi j'ai adoré, vraiment j'ai adoré et j'aimerais même un film là-dessus parce que je trouve que c'est un livre qui appelle à avoir un film pour mettre en image ce que j'ai imaginé. Et en même temps, j'ai des images tellement figées, tellement réelles dans ma tête que je pense que je serais forcément déçue par les images d'un film parce que je me suis totalement immergée dans le livre et dans les décors. Donc voilà pour ce roman qui a été un incroyable coup de cœur. Je voudrais maintenant vous parler du troisième roman que je lis de cette autrice. Il s'agit de Le monde que l'on porte de Alia Cardin. C'est publié chez Robert Laffont. Je ne sais pas si vous connaissez cette autrice, qui est une autrice pour moi qui raconte la vraie vie, les vrais gens. C'est une autrice qui arrive à nous parler de gens ordinaires comme de personnes extraordinaires. Et en même temps, elle nous parle aussi de personnes extraordinaires. Je pense notamment à Mademoiselle Papillon, qui a été ma grande découverte de cette autrice. Ce roman par lequel j'ai découvert cette autrice qui a été absolument bouleversant. J'avais eu un énorme coup de cœur pour Mademoiselle Papillon, j'avais eu un coup de cœur pour Archie. J'ai eu un coup de cœur pour Le monde que l'on porte et il se retrouve ici dans mon top 10. Je pense que Archie était sûrement dans mon top 10 l'année dernière ou Mademoiselle Papillon, j'avais lu les deux je crois l'année dernière. C'est un livre encore une fois où Alia réussit, comme je vous le disais, à faire de gens ordinaires des gens extraordinaires, à faire d'une histoire de tout le monde, une histoire universelle. Alia a une tendresse dans son écriture assez incroyable. Ça se dégage d'elle, de son écriture. C'est fou, c'est doux, c'est bienveillant, c'est tendre. Il y a quelque chose de très beau, de très fin dans ce qu'elle peut nous transmettre. Dans ce roman, elle aborde la maternité avec une grande pudeur, une grande justesse. On ressent à quel point cette question la touche de façon personnelle. Et puis, elle nous permet aussi d'en apprendre davantage sur l'école démocratique. Et on ressent à quel point, elle l'avait déjà abordé avec Archie, à quel point cette question est importante pour elle. Et c'est vrai que moi, je m'y connais très peu dans l'histoire de ces écoles démocratiques, mais je connais un petit peu parce qu'il y a quelqu'un que je connais qui a travaillé en école démocratique pendant un temps. C'est une école un petit peu de côté par rapport à l'école classique et je trouve ça extrêmement intéressant. Et Alia réussit à nous faire découvrir l'école démocratique de façon très bienveillante, très juste et c'est extrêmement intéressant. Et ça ne m'étonne pas qu'elle mette cette école au centre de ses romans parce que c'est une école qui met au centre les enfants et c'est ce que Alia fait dans ses romans, dans Mademoiselle Papillon bien sûr, dans Archie également et dans ce roman aussi. Voilà, c'est un roman qui m'a énormément touchée et
C'est un roman qui m'a énormément touchée et je me souviens avoir pleuré dans le métro. J'étais dans la ligne 9 et je me suis mise à pleurer. Et quand un roman peut me faire pleurer, c'est fou. Mais en plus, me faire pleurer dans le métro, c'est encore plus dingue. Donc voilà, bravo à l'autrice. Merci pour ces romans absolument divins. Et j'ai hâte de lire d'autres livres d'elle. Donc voilà, un autre coup de cœur pour cette année 2023. Le quatrième livre dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Le réseau Jane de Heather Marshall. C'est publié aux éditions Charleston. Et c'est un roman extrêmement difficile, il faut le savoir avant de plonger dedans. C'est un livre qui nous parle de la liberté de choix, la liberté de choisir pour notre corps. C'est un roman profondément féministe qui résonne malheureusement beaucoup avec l'histoire notamment de beaucoup de pays, mais notamment des États-Unis actuellement, où le droit à disposer de son corps et notamment le droit à l'avortement est totalement remis en question. C'est même plus que ça, l'avortement a été interdit dans certains États, il a été extrêmement encadré et donc interdit pour beaucoup, même quand les femmes sont victimes d'agressions, etc. Ici, on est vraiment sur un roman qui aborde cette question-là, qui aborde le réseau Jane. Le réseau Jane qui a vraiment existé aux États-Unis. Ici, on l'aborde au Canada. On le transpose un petit peu, mais il a vraiment existé aux États-Unis. Et en fait, c'était un réseau de médecins qui permettait de faire des avortements clandestins de façon safe, de façon prudente, en tout cas plus prudente que au fin fond d'une cave par quelqu'un qui n'y connaît rien. Et donc, c'était un réseau qui permettait aux femmes de se libérer et d'avoir le choix dans ce qu'elles pouvaient faire de leur vie. C'est un cri strident qui vient rappeler le passé pour alerter sur le présent. C'est un livre qui m'a subjuguée par cette fresque de personnages que l'on rencontre, parce que toutes ces femmes sont extrêmement incroyables, extrêmement résilientes. Plusieurs sujets s'imbriquent, celui de disposer de son corps, celui de choisir sa maternité, celui bien sûr de l'avortement, mais également en fait de la garde d'un enfant. Et c'est assez incroyable, et en fait ce que l'autrice arrive à faire, c'est à montrer que tous ces sujets se recoupent. C'est en fait le même sujet, c'est le sujet à disposer de son corps, à disposer de sa vie et à faire ses propres choix. J'ai eu la gorge serrée, j'ai le cœur qui a battu très fort, j'ai les larmes qui ont coulé, beaucoup. C'est un livre qui est venu peut-être aussi remuer des choses en moi. Et en ça, voilà, c'est un livre qui m'a bouleversée, dont j'avais vraiment envie, et ça me tenait à cœur de le mettre ici et de vous en parler. C'est un roman où on rencontre plusieurs femmes entre les années 60 et 2010. Et c'est incroyable, voilà. C'est une fresque féministe absolument incroyable. Et je pense que c'est un roman qui est extrêmement nécessaire aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui, mais extrêmement nécessaire dans tous les sens du terme. La plume m'a totalement convaincue et il m'a fait forcément penser à un autre roman que j'ai lu cette année, qui est L'événement de Annie Ernaux. Annie Ernaux, prix Nobel, je crois, de la littérature. En tout cas, une grande écrivain qui a écrit un tout petit livre, une autobiographie sur l'avortement clandestin qu'elle a subi à Paris il y a plusieurs années. Et voilà, ça se répond un petit peu. En tout cas, c'est extrêmement intéressant et je ne peux que vous le conseiller. Je voudrais ensuite vous parler de Moi, Julia, un empire, une destinée de Santiago Posteguillo. C'est publié chez Pocket. C'était publié initialement aux éditions du Cherche Midi. Moi, je l'ai en version Pocket. C'est un livre qui me faisait peur. Qui me faisait peur autant qu'il me faisait envie. J'en ai entendu parler par des copines qui m'ont dit « mais ça va te plaire, c'est sûr ». Et il y avait deux choses qui me rebutaient. La période historique, parce qu'on est à Rome en 192 après Jésus-Christ, et c'est pas du tout une période que j'aime retrouver et dans la littérature et dans les films, même si de temps en temps, je vais avoir un coup de cœur filmographique ou littéraire sur cette période, où je vais avoir en tout cas un livre, un film qui va énormément me toucher. C'est très rare, d'autant plus qu'il fait 1000 pages. Et voilà, je me suis dit, mais dans quoi est-ce que je m'embarque ? Et puis Pocket m'a proposé de le recevoir et je me suis dit, allez, je vais me lancer. Et je l'ai lu en lecture commune et ça a été un coup de cœur, une révélation. Je l'ai dévoré, ça a été incroyable.
Dès les premières pages, j'ai ouvert et j'ai été subjuguée par l'écriture, subjuguée par l'immersion totale, par la précision historique, par les personnages, par les descriptions. C'était incroyable. On est plongé dans l'Antiquité, on est en 192 après Jésus-Christ. Un souverain va décéder et c'est un petit peu un jeu de pouvoir qui va se mettre en place pour récupérer sa place. Dans cet affrontement, on va suivre Julia, qui est la femme d'un prétendant au titre. C'est une femme forte, indépendante, extrêmement intelligente. C'est une femme méconnue de l'histoire et ici, on la met en avant. On remet en avant cette femme et c'est divin, c'est incroyable, ça m'a subjuguée. C'est un roman qui est une leçon parce qu'à cette époque-là, on imagine bien la vision des femmes et leur place dans la société. Et cette femme, d'une grande force, d'une grande intelligence, est remise ici en avant pour montrer qu'elle a existé, pour lui redonner une voix, pour lui redonner corps. J'ai trouvé ça incroyable. Ce livre m'a complètement subjuguée. Vraiment, n'hésitez pas si cette période historique vous intéresse parce que vraiment, c'est incroyable. Je sais qu'il y a un deuxième tome. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais je sais que je le lirai tout de suite à sa sortie. Parce qu'il me fait extrêmement envie. Je voudrais ensuite vous parler de Du même sang de Néné Milner. C'est publié au Cherche-Midi. C'est un roman que je trouve magnifique déjà par sa couverture. Je vous bouge un petit peu. Par sa couverture. Hop. On ne voit pas avec ma tête. En fait, j'ai mis en mode cinématographique, quelque chose comme ça. Et en fait, on voit ma tête, mais ça ne fait pas le focus sur le livre à chaque fois. Bref, nous sommes dans un roman qui nous plonge auprès de 3 femmes. Je crois que vous avez compris que dans ce top, il y a beaucoup d'histoires de femmes, beaucoup d'histoires d'ailleurs de 3 femmes. Et ici, on est aux États-Unis. C'est un roman qui donne la voix à 3 femmes, un petit peu dans le même style au niveau des dates que le réseau Jane, parce qu'on est dans les années 60 avec Grace, puis jusqu'au New York d'aujourd'hui. Et on rencontre Grace, Dolores et Rae, 3 femmes qui composent une même histoire. Grace est élevée par sa grand-mère qui va décéder, Momo. Elle va être recueillie par sa tante, elle va tomber enceinte, elle va devoir quitter son enfant, Grace, qui va être adoptée par Dolores. Et donc on a ces 3 femmes, Grace, Dolores et Rae, qui vont être rassemblées dans ce roman. On va leur donner voix, on va leur donner corps au travers de 3 parties. Donc 3 parties pour 3 femmes à différentes générations, différents moments de vie. C'est assez incroyable, c'est très fort sur la filiation, sur les origines, sur le sang et sur l'éducation. Et puis bien sûr, c'est un roman où on aborde la ségrégation, la place des Noirs, la place des femmes noires aux États-Unis, que ce soit dans les années 60 dans le Sud ou aujourd'hui à New York. Mais c'est un roman qui va vraiment beaucoup plus loin que ça. C'est un roman que j'ai trouvé magistral, comme je vous le disais, sur l'importance du sang, de l'éducation, de la culture, des origines. Et puis, c'est un livre que j'ai trouvé également magistral parce que il a une écriture très poétique, très poignante, qui vient nous toucher. Et j'ai trouvé que l'autrice réussissait vraiment à mettre beaucoup de justesse et d'authenticité dans les émotions des personnages et dans ce qu'il pouvait nous transmettre. Vous aurez compris, un roman qui prend aux tripes, un gros coup de cœur pour cette année que je ne peux que vous conseiller. Je voudrais ensuite vous parler de Dans la forêt des larmes de Glendy Vandera, qui est un roman que j'ai lu pour la rentrée littéraire de août, et qui a été un énorme coup de cœur, un cataclysme pour moi. On rencontre une femme qui va partir avec ses enfants dans la forêt parce qu'elle a découvert l'infidélité de son mari. Elle est avec ses 2 fils et sa fille, et en partant, ses fils font plein de bruit, elle s'occupe de plein de choses, et elle va se rendre compte au bout d'un moment qu'elle a oublié sa fille sur le parking. Donc un bébé, elle oublie sa fille sur le parking, elle revient, sa fille n'est plus là, sa fille a été enlevée. On a pris sa fille dans ce parking, elle n'est partie que quelques minutes, et pourtant le drame, je pense, le pire d'une vie s'est produit. Elle a oublié son enfant et son enfant a été kidnappé. Et cette femme va devoir vivre avec ça. Et on va suivre l'histoire de cette femme et une histoire en parallèle également. Et ces 2 histoires-là vont se rejoindre pour n'en former qu'une seule. Ces 2 histoires vont se faire écho tout au long du roman. C'est vraiment un roman un peu de nature writing et en même temps qui aborde avec beaucoup de justesse et de bienveillance. Beaucoup de bienveillance. Cette culpabilité maternelle, au-delà de cet enlèvement, la culpabilité d'une mère et l'impossibilité de vivre avec cette culpabilité.
la douleur que cela procure et l'importance parfois de couper totalement et de partir et de tout quitter parce que c'est trop douloureux. On nous parle donc de maternité, de culpabilité, mais aussi de résilience, de nature, de rencontre. Et c'est ça qui fait toute la force de ce roman. Un roman qui m'a touchée en tant que maman, forcément, qui m'a touchée en tant que femme, et puis qui m'a touchée tout simplement en tant qu'être humain. Aussi parce qu'il y a plein de thèmes secondaires qui sont abordés. Et puis j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé les descriptions des endroits, les descriptions des personnages, des rencontres. Ça a été une lecture incroyable que je ne peux que vous conseiller. Je voudrais maintenant vous parler de Aux heures sombres de la tyrannie de Rose Castelet. C'est publié aux éditions Hurlevent et c'est sûrement un de mes plus gros, pour le coup, coups de cœur de cette année 2023. Je pense qu'il se trouve d'ailleurs, et j'ai du mal à trouver les deux autres, mais il se trouve dans le top 3 de mes meilleures lectures. C'est un livre historique incroyable, d'une précision historique bluffante. On est au XVIIIe siècle, donc juste après 1789, donc vraiment dans la période de la Révolution française. Et c'est un livre extrêmement complet. C'est un roman choral, un roman où l'on sent tout le travail de recherche historique et documentaire qui a été fait par l'autrice et par les éditrices. C'est vraiment bluffant, la précision. Les personnages que l'on rencontre sont inventés ou connus, notamment par exemple Robespierre que l'on rencontre, mais plein d'autres personnages, et on est vraiment immergé totalement dans cette période de l'histoire, dans cette Révolution française, dans le juste après la Révolution française. C'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement enrichissant, et malgré cette précision historique bluffante et le fait que ce soit tout de même une période historique très pointue, on est sur un livre qui se dévore, qui se lit tout seul. Alors après, c'est très dur, il y a des passages qui sont extrêmement difficiles, il faut le savoir avant de se lancer dans ce roman, parce que c'est vraiment très important d'en avoir conscience. Il y a des scènes qui ont été difficiles à lire, j'imagine très difficiles à écrire également, mais c'est vraiment un roman historique bluffant qu'il faut se procurer. Comme je vous le disais, c'est un roman choral prodigieux où les personnages sont autant cruels que magnifiques. C'est vraiment le lien entre les deux est totalement à faire. La psychologie des personnages est extrêmement bien exploitée et extrêmement en raccord avec cette période historique de trouble. J'ai été émue, j'ai été écœurée, j'ai été révoltée. C'est un livre incroyable qu'il faut se procurer. Et comme je vous le disais, c'est un énorme coup de cœur, sûrement un de mes plus gros coups de cœur de cette année. Donc foncez, n'hésitez pas à lire ce roman. J'aimerais vous parler maintenant de Tant de nuances de pluie de Asha Lemy. C'est publié chez HarperCollins dans leur nouvelle collection Au gré du monde, qui est donc une collection sur la littérature étrangère. Et ici, on rencontre une jeune fille, Nori, dans les années 40 au Japon, qui naît d'une union interdite entre une japonaise et un homme immigré, d'autant plus que c'est un homme immigré noir, et donc autant vous dire que cette relation est totalement proscrite, notamment dans la famille de la mère, qui est une famille plutôt issue de la bourgeoisie, voilà. Et cette jeune fille va être recueillie, va être élevée, non pas par sa mère et son père, mais par sa grand-mère qui va l'enfermer et qui va essayer d'en faire une pure japonaise, essayer de lui enlever cette couleur de peau métisse qu'elle ne supporte pas. Nori va donc vivre cachée, va subir des choses absolument horribles qui ont été très difficiles à lire. Et donc, quand on se dit que c'est des choses qui sont potentiellement arrivées, c'est extrêmement difficile. Mais Nori va voir un peu la lumière au bout du tunnel avec l'arrivée de son demi-frère. Et il y a plein donc de sujets qui sont abordés avec ce décor en toile de fond un peu à huis clos, donc cette maison où Nori est obligée de vivre enfermée, en tout cas une grande partie du livre. Il y a beaucoup de trigger warning avec la torture, les mutilations, le racisme poussé à son extrême. C'est un livre extrêmement difficile, mais qui est extrêmement intéressant et on rencontre des personnages qui sont très touchants. Notamment l'héroïne principale qui est d'une grande douceur, d'une grande force, d'une grande résilience. J'ai beaucoup aimé la découvrir, la suivre et voir son évolution. Et puis bien sûr le contexte historique que j'ai trouvé très intéressant, qui a été exploité
à travers, donc je vous le dis, en fait, c'est un huis clos, donc on ne découvre pas le Japon à cette époque-là, mais on découvre les traditions et la culture grâce à la psychologie des personnages, grâce à leur mode de pensée, à leur façon d'agir, leur façon de faire, et puis grâce à leurs liens et les liens qui vont se tisser entre eux. Un roman qui a donc une écriture très belle, mais très brutale, vous l'imaginez bien, un roman qui est venu me toucher et que j'ai vraiment adoré, donc que je ne peux que vous conseiller. Et mon dernier gros coup de cœur de l'année n'est autre que Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou, c'est publié chez Nathan. Je viens de découvrir, je ne savais pas, que c'était un roman young adulte. Je suis un peu... Enfin, d'un côté, ça m'étonne pas par la forme d'écriture, l'aération des pages, mais j'avais en fait même pas fait attention à la maison d'édition et je trouve que pour le coup, pour un roman young adulte, il est quand même très trash. Alors c'est super parce que je trouve justement que la littérature young adulte a besoin de ça. Les ados qui vont lire en plus ce genre de roman sont totalement prêts, je pense, à lire ce genre de livre. On est ici sur un roman qui aborde la révolution syrienne. Notamment, on se retrouve auprès de Salama, qui était étudiante à Homs en pharmacie en première année, et qui va se retrouver avec la révolution syrienne, le manque de médecins, le manque de moyens. Elle va se retrouver en fait propulsée en tant que médecin chirurgienne. Elle n'était qu'étudiante en pharmacie. Voilà, donc vous imaginez bien le cataclysme que c'est. Elle va perdre une énorme partie de sa famille et elle va se retrouver à devoir prendre soin, à devoir sauver sa belle-sœur qui est enceinte de 7 mois. Si Zulfa Katou nous plonge vraiment au cœur en fait de la révolution syrienne, au cœur de la Syrie et surtout dans le cœur de héros et d'héroïnes du quotidien, en tout cas du quotidien syrien. Elle met en valeur ce pays, elle met en avant ses coutumes, ses traditions, les relations entre les hommes et les femmes, de façon générale entre les êtres humains en fait. C'est très fort, c'est très beau, c'est extrêmement difficile à lire. C'est pour ça que en fait, j'en ai oublié que c'était un roman young adulte, alors que je le savais. Je l'ai acheté au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, enfin, Angie me l'a offert au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, donc je savais que c'était un roman young adulte, d'autant que c'est un roman qui est publié chez Nathan et que, enfin voilà, je le savais au fond, mais la lecture de ce livre m'a fait oublier en fait que c'était un roman young adulte. Pour moi, c'est juste un roman qui vient mettre en avant, avec beaucoup de dureté, mais en fait avec énormément de luminosité, la vie des Syriens et leur combat du quotidien. C'est difficile de trouver les mots, surtout que c'est un livre que je viens de terminer. Donc je vais m'arrêter là, mais c'est un livre dont l'écriture m'a beaucoup plu, m'a beaucoup touchée, l'histoire m'a subjuguée, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement bien écrit, extrêmement bien pensé, et j'ai trouvé que la façon d'aborder cette question était très belle. Voilà, donc n'hésitez pas à vous le procurer, n'hésitez pas à l'offrir aux jeunes autour de vous, c'est vraiment un beau coup de cœur pour moi, donc je vous le recommande très chaudement. On va finir par les 4 bandes dessinées dont je voulais vous parler également. On va commencer par S'il suffisait qu'on s'aime de Daphné et Julie Guyot, chronique des années PMA pour toutes. C'est publié aux éditions Stenkins. C'est une bande dessinée qui m'a subjuguée, qui m'a énormément plu. Je vais vous faire un petit aperçu des dessins. Et c'est une bande dessinée autobiographique. C'est l'histoire de 2 femmes, donc de Daphné et Julie Guyot, qui sont 2 femmes qui sont mariées aujourd'hui, et qui nous parlent dans cette bande dessinée, dans ce roman graphique, de leur combat. On les accompagne dans leur combat, dans leurs rencontres, dans leur amour, dans leur parcours pour se marier, leur parcours pour avoir un enfant, leur questionnement justement sur la maternité, et puis sur tout le combat pour la PMA pour toutes, le combat contre la manif pour tous par exemple. C'est vraiment une bande dessinée qui est une fresque un peu historique de ce combat qu'ont dû mener des milliers de femmes, des milliers d'hommes, des milliers d'êtres humains en France. Donc c'est extrêmement intéressant. On est vraiment plongé de 2013 à 2023, de leurs rencontres, à leurs questionnements, sur leur place, sur leur mariage, sur leur désir de maternité ou non, sur toutes les questions qui vont se poser, et qui ne se posent pas forcément pour des couples hétérosexuels,
Et elles ont dû se poser ces questions-là. C'est extrêmement intéressant, extrêmement bouleversant. Et j'ai trouvé qu'elles le faisaient avec beaucoup de bienveillance. Et c'est pas une bande dessinée qui vient forcément totalement tout le temps dénoncer. Et c'est une bande dessinée qui est engagée sur un sujet et qui vient juste montrer ce qui se passe. Autre bande dessinée que j'ai beaucoup aimée, il s'agit de Peace Mémé, un album de Cathy Bourg et c'est publié chez Dargaud. C'est une bande dessinée qui m'a beaucoup fait rire, une bande de copines qui se retrouvent dans un bar et puis on refuse à une femme une tisane. Le serveur dit « Ah non, ça, pas de Peace Mémé ici ». Et ces femmes décident un peu comme ça, après quelques verres d'un jour, ouvrir un bar à tisane qui aurait le nom de Peace Mémé. Et puis, bon, c'est un doux rêve, hein, comme on parle parfois avec des amis de projets comme ça, qui nous font un peu rêver. Et puis un jour, il y en a une qui va toucher un héritage et qui va décider d'ouvrir ce bar. Voilà, d'ouvrir le Peace Mémé avec ses copines et d'en faire un endroit qui leur ressemble, tout simplement. C'est une bande dessinée pleine de douceur, pleine d'humour, qui m'a vraiment fait rigoler, qui m'a émue aussi parce que c'est assez émouvant. Je vais vous montrer un peu les dessins. Et donc, c'est une bande dessinée où on va rencontrer 4 copines au parcours de vie différents qui vont s'unir autour de ce projet commun. C'est une bouffée d'air frais dont j'avais besoin en un dimanche soir. Et vraiment, je l'ai adorée. Voilà pour cette bande dessinée. Je voudrais ensuite vous parler de Coquelicot de Fanny Vella. Coquelicot, c'est publié chez Le Duc Graphique et c'est une bande dessinée qui nous parle du vaginisme. Alors, Fanny Vella, pour vous raconter un petit peu, je l'ai découverte en tant que très très jeune maman, donc j'étais pas encore sur Bookstagram, grâce à ses chroniques sur Instagram où elle parlait notamment des violences conjugales. Elle faisait des portraits de femmes victimes de violences et de femmes notamment victimes de féminicide. Et puis, je l'ai découverte à travers ces bandes dessinées bouleversantes sur les violences éducatives ordinaires, enfin voilà, avec, on l'appelait Vermicelle, et puis avec Et si on changeait d'angle notamment, qui ont été 2 bandes dessinées qui m'ont énormément plu, qui parlent des violences intrafamiliales et des violences éducatives ordinaires qui sont beaucoup trop encore aujourd'hui banalisées. Et puis ici, dans cette bande dessinée, déjà, la couverture est absolument sublime. Elle est venue me toucher en plein cœur à travers l'histoire d'Émilie. Elle nous parle donc à travers cette femme du vaginisme, un sujet encore tabou et pourtant très important parce que notre corps vient parfois dire des choses, notre corps vient nous trahir. C'est une bande dessinée sublime dont les dessins m'ont transportée, mais surtout une bande dessinée qui, je pense, mérite d'être lue et d'être offerte, car à travers le vécu de cette femme, d'Émilie, l'autrice aborde des questions de consentement, du lien avec le corps, de la pression sociale, et c'est extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant. Vous voyez, en plus, les dessins sont très très beaux, je viens de vous montrer quelques planches. Donc voilà, un énorme coup de cœur pour Coquelicot. Et puis, nous allons terminer par Bronté Anna de Paulina Spouchez, c'est publié chez Stenkins. Et c'est une bande dessinée qui a été un coup de cœur. Je l'ai trouvée magnifique et je trouve en plus l'objet absolument sublime. Les dessins au départ ne me plaisaient pas tellement et maintenant que j'ai lu la bande dessinée et que j'ai découvert un petit peu cette histoire, eh bien je suis subjuguée par les dessins, je les trouve splendides. C'est une bande dessinée qui est un coup de cœur, une histoire captivante qui redonne vie aux 3 sœurs Bronté qui ont écrit des romans publiés sous des pseudonymes masculins. J'ai été touchée et captivée par l'histoire des 3 sœurs Bronté, leur relation entre elles, avec les autres membres de leur famille. Les dessins sont très très beaux. Ils nous plongent dans l'univers des sœurs d'une belle façon, tout en douceur et en dureté en même temps. Et puis, au-delà, cette bande dessinée, elle nous fait rencontrer un peu plus les 3 sœurs, et notamment Anne. Anne que je connais peu parce que je connais très bien Émilie et Charlotte Bronté parce que j'ai lu leurs romans, que je connais un petit peu plus leur histoire et leurs plumes, etc. Mais c'est vrai que je ne connais pas Anne. Et ici, on la met en avant, on la met en valeur, tout en n'oubliant pas ses sœurs, son frère et sa famille, parce qu'en fait, elles font un petit peu partie voilà, d'une même histoire. Ces 3 femmes qui ont eu un destin qui est très corrélé. Alors, bien sûr, elles sont sœurs, mais au-delà de ça, elles ont toutes les 3 décidé d'écrire. Toutes les 3, elles ont écrit sous des pseudonymes masculins pour pouvoir être publiées. Toutes les 3 ont écrit des romans plus ou moins féministes, et notamment Anne, qui a écrit La Recluse de
Wildfell Hall, qui parle de violence conjugale à une époque où cette question est totalement taboue. C'est un livre que je veux lire cette année, qu'il faut absolument que je me procure d'ailleurs, mais je ne trouve pas de belle édition. C'est bête, hein, mais en fait, les romans des sœurs Brontë sont publiés dans des versions magnifiques. Notamment, j'ai des versions de chez 10-18 et de chez Pocket qui sont très belles, mais les romans de Anne ne sont pas du tout édités dans de jolies éditions. Je ne comprends pas pourquoi. Je crois qu'il est édité dans une maison d'édition ou deux. Donc bon, à la fin, je vais le commander. Tant pis, hein, c'est pour le lire. Mais j'aurais bien aimé avoir un livre qui se marie, en fait, avec les autres. Je pense que je peux vous le montrer là. Mais en fait, j'ai plusieurs éditions des Sœurs Brontë, et notamment les éditions 10-18 et les éditions Pocket. Mais dans ces éditions-là, il n'y a pas les romans de Anne. Donc ça montre aussi l'importance de la mettre en avant et de lui donner voix, de lui donner corps. Donc voilà pour cette bande dessinée que j'ai trouvée incroyable, qui est un gros coup de cœur pour moi et que je vous recommande. Voilà pour cette vidéo bilan qui aura duré assez longtemps. Je pense 30-40 minutes pour vous, mais moi j'ai beaucoup plus de rush pour le coup. Je vous ai donc fait un petit bilan de mon année 2023. Je vous ai présenté 10 romans et puis 4 bandes dessinées qui ont su me toucher. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'ordre dans ce que je vous ai présenté, mais ce sont toutes des lectures qui m'ont bouleversée, qui ont été des gros coups de cœur. Voilà, donc je vous présenterai ma palle de 2024, les livres que j'ai absolument envie de lire en 2024, j'espère y arriver. En tout cas, ceux de 2023, j'ai plus ou moins réussi, donc bon, je me lance quand même dans ce pari malgré l'arrivée de BB2 bientôt. Et moi, je vous fais des bisous et on se retrouve très rapidement dans de nouvelles vidéos. Belle année à vous!